La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des rendez-vous du politique, Jean-Louis Rocca, professeur à Sciences Po, et Alice Ekman, sinologue, se penchent sur les conséquences de la pandémie sur le positionnement international de la Chine. Bonjour et bienvenue à la Bibliothèque nationale de France pour cette nouvelle séance des rendez-vous du politique qui sera consacrée un peu plus d'1 an et demi après le début de la crise sanitaire à la puissance chinoise à l'heure de la pandémie. En compagnie donc de Jean-Louis Rocca, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI, d'Alice Ekman, sinologue et professeur à l'Institut des études européennes de sécurité, et de Joris Silberman, journaliste et cofondateur du site Asialiste. Bien, merci beaucoup Anthony Servault, merci à la Bibliothèque nationale de France de m'avoir invité à animer ce débat donc sur la Chine, puissance mondiale à l'heure de la pandémie. Donc je suis directeur, cofondateur, rédacteur en chef du site asialiste.com, qui est le site, un site d'information et d'analyse sur toute l'Asie. Et donc, vous le disiez, Anthony, on a la chance d'avoir ce soir avec nous ici à la BNF Jean-Louis Rocca. Bonjour Jean-Louis Rocca. Bonjour. Donc vous êtes sinologue, vous êtes professeur à Sciences Po Paris, vous êtes aussi chercheur au CERI, vous avez vécu de nombreuses années en Chine, vous avez enseigné à l'université de Tsinghua, notamment une des grandes universités chinoises. Nous avons aussi en direct sur Zoom avec nous Alice Ekman. Bonjour Alice Ekman, vous nous entendez? Bonjour, Joris, très bien. Vous m'entendez? Très bien, merci beaucoup. Vous êtes aussi sinologue, vous êtes donc responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, un think tank. Alors, avant de vous passer la parole, avant d'animer ce débat avec vous deux, je voulais juste dire quelques mots en introduction pour poser un petit peu la problématique de notre débat. D'abord, l'année et demie qui vient de s'écouler pour la Chine devait être au niveau politique une année préparatoire, notamment à un rendez-vous politique très symbolique du Parti communiste chinois en 2021, puisque pour ceux qui ne le savent pas, le 1er juillet prochain, le parti va célébrer officiellement ses 100 ans. Et initialement, le chef de ce parti, Xi Jinping, président chinois également, devait notamment célébrer le rêve chinois, c'est-à-dire son slogan de renaissance de la puissance chinoise. Il voulait certainement présenter une Chine qui est en course pour être prochainement la première puissance économique mondiale, une Chine débarrassée de la pauvreté grâce à l'action du Parti communiste, une Chine revenue à sa place dans le monde, celle d'une puissance centrale, peut-être de la puissance centrale, au moins en Asie-Pacifique, on en discutera justement, et puis est arrivé le nouveau coronavirus. Dès la semaine du 31 décembre 2019, la presse de Hong Kong a signalé un virus inconnu, très dangereux, potentiellement épidémique, et justement, un foyer a été identifié à Wuhan, capitale provinciale du Hubei. Ce foyer s'est trouvé dans un marché humide, le marché de Huanan, un marché aux fruits de mer. Un médecin, Li Wenliang, a sonné l'alerte. Il a été censuré par les autorités, réprimandé avant de mourir lui-même de la maladie. Alors, au début, dans le courant du mois de janvier, c'est un peu le cafouillage au niveau des autorités, c'est-à-dire que personne n'ose déclarer l'état d'urgence sanitaire pour des raisons de rendez-vous politique, aussi parce que c'est risqué de dire ces choses-là si on se trompe. Et officiellement, en tout cas, on n'a rien fait avant le 23 janvier, le jour du confinement de Wuhan, avec ses 11 millions d'habitants. Et c'est là que, officiellement, le pouvoir central de Pékin et Xi Jinping ont repris les choses en main et que la Chine arrive dans une nouvelle phase. Elle veut marquer les esprits, elle marque les esprits par son contrôle très strict, trop strict, diront ses détracteurs de l'épidémie. Elle marque les esprits par la mobilisation de ses moyens logistiques et humains. On y reviendra là aussi. Bref, la Chine sort du confinement de Wuhan dans la nuit du 8 avril 2020. Elle se présente comme triomphante, alors que les habitants de Wuhan affichent leur liberté de mouvement, on l'a tous vu, par des images de rassemblements festifs, massifs. Eh bien, l'Europe et les États-Unis en particulier, au même moment, sont submergés par la pandémie. Alors, vous le disiez, Anthony, on est 1 an et demi après. Aujourd'hui,
Eh bien, on le voit, le monde, malheureusement, est loin de s'être débarrassé de la pandémie de Covid-19. Qu'en est-il aujourd'hui de la puissance chinoise? C'est ce dont nous avons parlé. Alors, juste pour dire sa situation, son économie est repartie de manière insolente. Les Chinois peuvent prendre des vacances en masse. On l'a vu le 1er mai, pour cette semaine en or, et à ce bémol près qu'ils doivent rester à l'intérieur de leurs frontières. Et d'ailleurs, la réouverture de ces frontières chinoises n'est pas encore à l'ordre du jour. En cause, on va le voir peut-être, certainement une couverture vaccinale qui est plus difficile que prévu. C'est pas le seul paramètre, évidemment. Alors, évoquer la puissance chinoise en temps de pandémie, ça nous prendrait des heures et des heures. On a choisi de se concentrer sur 3 questions principalement. D'abord, que dire de la Chine comme puissance sanitaire? Deuxième question, la Chine comme puissance, c'est évidemment la Chine qui se confronte à la puissance américaine. Que dire de ce choc des puissances en ces temps de pandémie? Et puis, nous interrogerons le soft power de la Chine, sa puissance douce. Alors, je vous propose de commencer avec une première partie, une première séquence sur la puissance sanitaire chinoise. Alors, on le sait tous, on avait eu avant, de façon un peu plus légère, la diplomatie des pandas, la diplomatie du ping-pong. Et puis, il y a eu des diplomaties beaucoup plus graves. En 2020, la diplomatie des masques. En 2021, la diplomatie des vaccins. Alors, Alice Ekman, je commence avec vous, qui est en direct, je vous le rappelle, sur Zoom. Comment caractériser la diplomatie sanitaire de la Chine? Alors, on peut la caractériser de plusieurs adjectifs. Tout d'abord, c'est une diplomatie qui était très active. Dès le début, on aurait pu penser que la Chine, face aux événements que vous avez détaillés, se concentrerait sur la communication intérieure et sur la gestion intérieure de l'épidémie. Et puis finalement, non, très vite, elle a communiqué à l'extérieur, et notamment vis-à-vis des pays européens, à la fois pour remettre en cause l'origine du virus, dans une joute verbale extrêmement vive aussi avec Washington. Vous vous souvenez, avec Donald Trump parlant du virus chinois, avec la Chine elle-même, la communication officielle chinoise répondant en suggérant même parfois certaines théories qu'on pourrait qualifier de complotistes, ou en tout cas d'exagérés, sous-entendant que les militaires américains seraient à l'origine du virus qui aurait été inoculé en Chine volontairement. Donc on a déjà dès le début eu des tensions très vives autour de l'origine du virus. Et puis l'activisme dont je parlais s'est matérialisé au-delà de la communication par, et vous l'avez brièvement mentionné, par l'envoi de masques, une diplomatie des masques, mais pas uniquement, des tests et des matériels de protection, une diplomatie très très active. Et ce qui a froissé certains pays de l'Union européenne, ce n'est pas tant cette diplomatie, cette assistance qui était réelle, mais c'est la communication qui a entouré cette assistance, c'est-à-dire présenter une Chine qui viendrait au secours de pays qui ne seraient pas en mesure de gérer eux-mêmes de manière efficace et rapide cette crise sanitaire. Un contraste qui a déplu fortement à Bruxelles, puisque vous vous souvenez au début de l'émergence de la crise épidémique en Chine, l'Union européenne avait elle-même apporté une assistance en termes logistiques et de matériel, mais de manière discrète. La Chine, elle, plusieurs mois plus tard, l'a fait de manière extrêmement vocale, extrêmement forte. Et c'est ce contraste-là qui n'est pas qu'un contraste en termes de simple communication sur la gestion d'une crise sanitaire, mais qui s'inscrit plus dans une logique de compétition entre système politique et système de gouvernance. Et là-dessus, j'ai aucun problème à le dire de manière directe et franche, parce qu'on a vu, par exemple, dans les médias chinois, une comparaison régulière des chiffres de contamination, mais aussi une couverture extrêmement critique de la façon dont les États-Unis ont géré la crise, avec, par contraste, une glorification de la gestion en Chine. Et c'est surtout cette glorification-là qu'il faut souligner, c'est-à-dire critiquer la gestion d'autres pays. Bon, certes, beaucoup de pays ont mal géré la crise, mais le fait de présenter qu'en Chine, finalement, tout était extrêmement bien géré et que le parti en est sorti victorieux, c'est tout aussi réducteur. Et donc, on a cette communication qui s'est prolongée, qui se prolonge encore, parce que, comme vous le savez, on est dans une période, un calendrier politique extrêmement important pour la Chine. 2021
2021 le centenaire de la création du Parti communiste chinois, avec l'apogée, on va dire les célébrations en juillet, mais déjà elles se préparent actuellement et elles vont se prolonger après juillet jusqu'au mois décembre, avec aussi 2021, année tremplin pour 2022, qui est l'année du 20e congrès du Parti communiste chinois, avec à l'issue duquel sera décidé le secrétaire général du parti et le président, et avec des fortes probabilités que Xi Jinping lui-même renouvelle son propre mandat. Donc, on est dans un calendrier particulier. On a une Chine finalement qui s'est montrée très active à la fois sur le plan sanitaire, mais plus généralement aussi sur le plan diplomatique. On pourrait retenir deux négociations qui ont fortement avancé pendant la crise du Covid. Encore une fois, pour souligner le fait que la Chine, même si elle était très occupée à domicile pour faire face à la gestion de la crise, a poursuivi une diplomatie particulièrement ambitieuse, avec l'accélération des négociations sur ce qu'on appelle le RCEP en anglais, c'est-à-dire le partenariat régional économique global, qui a été signé à la fin de l'année 2020 avec notamment avec 15 pays, notamment les pays de l'ASEAN, et avec aussi une accélération des négociations avec l'Union européenne sur ce qu'on appelle le CAI, l'accord de principe sur les investissements, qui depuis a été mis entre parenthèses. On pourra probablement y revenir, mais on voit qu'à plusieurs niveaux, pas uniquement au niveau sanitaire, la diplomatie chinoise a été très active, et ce n'est pas que de la communication, c'est aussi une promotion des négociations en cours. Alors, cette crise du Covid-19, Alice Ekman, a été l'occasion d'une prise de conscience par le monde et par l'Occident en particulier, de la dépendance, de notre dépendance à la puissance sanitaire de la Chine, et notamment en matière de médicaments, Alice. Oui, vous avez raison. Surtout au tout début de la crise, une prise de conscience a émergé justement sur la dépendance dans le secteur pharmaceutique. Et cette dépendance a été ce qu'on dirait en bon français un wake-up call pour certains pays qui ont dès le début de la crise cherché à diversifier leurs sources d'approvisionnement dans certains secteurs, ou quand ils n'ont pas réussi à le faire, essayent aujourd'hui de le faire. Dans le cas où une crise similaire se manifesterait, ils ne sauraient pas faire face à cette dépendance. De manière générale, il y a eu une redéfinition des secteurs qu'on appelle stratégiques. Vous savez, les secteurs stratégiques, ce sont des mots-clés utilisés par les ministères, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Donc, c'était avant tout, par exemple, le secteur des télécommunications, le secteur de la défense, bien sûr, mais de plus en plus, l'industrie pharmaceutique, le secteur médical au sens large, entrent dans la définition de secteur stratégique, avec une volonté d'être plus autonome. Mais on voit bien aujourd'hui que les dépendances restent, que même si une volonté politique existe réellement pour diversifier les sources d'approvisionnement, concrètement, c'est très difficile à réaliser. Aujourd'hui, encore une grande partie des équipements proviennent de Chine, et relocaliser des usines, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a aussi des contraintes à la fois logistiques, budgétaires, un savoir-faire en Chine qui est réel dans certains secteurs. Et donc, du coup, il y a cette prise de conscience, mais un écart aussi entre à la fois la décision, la volonté politique et la mise en pratique au niveau des entreprises. Et puis aussi, en France, comme dans de nombreux autres pays, on n'est pas dans des économies planifiées et centralisées, c'est-à-dire que les entreprises aussi ont une marge de manœuvre. Donc voilà, même s'il y a une volonté de politique industrielle, par exemple au niveau européen, elle ne se répercute pas du jour au lendemain dans les secteurs où la dépendance est considérée comme forte. Et en même temps, on voit vraiment qu'il y a eu aussi que les tensions sino-américaines se prolongent. Et c'est bien ça qu'il faut remettre, je pense, en contexte, c'est-à-dire que la crise pandémique a émergé dans un contexte international qui était déjà tendu. Alors justement, entre Pékin et Washington. Oui, on en parlera justement de ce choc des puissances. Peut-être Jean-Louis Roquet, vous aviez une réaction. Oui, sur plusieurs points, oui, parce que je pense qu'en la matière, ce qui est très important, c'est de sortir un peu d'une espèce de logique où on penserait que dès le départ, il y a un plan stratégique chinois, où il y aurait effectivement un espèce de complot même. Effectivement, on a beaucoup parlé de
de ce genre de choses. Je pense que la Chine, comme les autres pays d'ailleurs, ont réagi plutôt sous la forme de la tactique ou de la réaction un petit peu brutale, parce que tous les pays, je crois, ont été pris de court par cette pandémie et par tous ces événements. Donc, moi, je vois ça beaucoup plus sur le plan d'un espèce de bricolage d'une certaine façon, ce qui pourrait expliquer effectivement l'escalade, la désescalade dans les propos et dans les pratiques. Il faut se rappeler que au mois de janvier, de février de 2020, il y a eu des articles extrêmement durs dans la presse internationale contre la Chine, expliquant que c'était la faute de la Chine, que la Chine réagissait aussi extrêmement violemment, que le confinement était une marque précisément du totalitarisme chinois, que jamais chez nous on pourrait accepter ce genre de choses, un tel confinement. Et donc on s'est beaucoup moqué, on a beaucoup critiqué la Chine dans la façon dont elle avait de réagir à la pandémie. Et bien évidemment, d'une certaine façon, la diplomatie chinoise a été réactive par rapport à ça. Je pense que c'est un point qui est très important, et quand effectivement les choses sont basculées de l'autre côté, je crois qu'il y a dans plein de domaines, à propos de cette pandémie, des phénomènes de bascule. Quand on a basculé et qu'on continue d'une certaine façon de basculer à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une Chine qui se débrouille plutôt pas mal, tandis que des pays, par exemple, européens ou des pays d'Amérique qui ont des difficultés, là, bien évidemment, logiquement, la Chine, d'une certaine façon, reprend le leadership et a beaucoup d'arguments à mettre en avant en ce qui concerne ses capacités, notamment étatiques. Le deuxième point sur lequel je voudrais mettre en place, c'est que la Chine, certes, a une diplomatie sanitaire, on pourrait dire, ou médicale, mais tout simplement parce qu'elle profite des énormes faiblesses, je dirais, de l'Europe. C'est-à-dire que s'il y a une diplomatie des masques, c'est parce qu'on a été incapable de produire et de fournir des masques. S'il y a une diplomatie des tests, c'est parce qu'on n'était pas capable de produire des tests. Et aujourd'hui, si on a une diplomatie des vaccins, c'est parce que, précisément, on n'est pas capable, par exemple, de fournir des vaccins à l'Afrique. À l'heure actuelle, par exemple, la Chine est en train de donner, effectivement, un certain nombre une quantité assez importante de vaccins à l'Afrique, en Amérique du Sud, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a eu cet élément, je dirais, d'utilisation des faiblesses, ou plutôt on rentre dans une logique de niche, on pourrait dire, c'est-à-dire que là où l'Europe ou les États-Unis ne sont pas capables d'agir, eh bien la Chine va agir. Et en ce qui concerne l'aide qu'elle peut apporter, il faut se souvenir aussi, par exemple, des remerciements de certaines régions, d'hommes politiques de certaines régions d'Italie, notamment d'Italie du Nord, parce que l'Europe n'a pas été capable d'aider l'Italie du Nord au moment le plus intense, je dirais, de la pandémie lors du premier confinement. Et c'est évidemment pas de la propagande, c'est-à-dire qu'évidemment, on voit mal comment les Chinois auraient pu forcer les gouvernements locaux italiens de remercier la Chine, mais il y a une véritable, je dirais, mise en place, effectivement, de politiques d'aide qui sont bien évidemment utilisées par la Chine pour promouvoir son image à l'extérieur. Et alors, Jean-Louis Rocca, justement, pour rebondir sur ce que vous dites, la puissance sanitaire chinoise, donc, on l'a compris, c'est une image que le pays de Xi Jinping a projetée de lui-même à l'étranger, vous l'avez bien dit, Alice Ekman, notamment son modèle de lutte contre la pandémie. Je voudrais revenir sur la perception à l'étranger du modèle de lutte chinois de la pandémie qui a suscité, le modèle de lutte contre la pandémie, pardon, qui a suscité des réactions donc très contradictoires, des critiques, un contrôle trop strict, un confinement qui est plus un enfermement, disent les détracteurs, de l'admiration, y compris en Europe, en France, avec beaucoup dans le débat public qui disent « mais nous devrions agir comme les Chinois », des clichés racistes, Donald Trump en premier, mais pas que. Jean-Louis Rocca, comment comprendre ces réactions, ces perceptions par rapport
à la réalité en Chine? Parce que précisément, je pense que tous les pays étaient complètement désemparés par rapport à cette situation et qu'on a réagi de manière, je dirais, instinctive, brutale, etc., etc. Et peut-être que justement la particularité de ce qui s'est passé en Chine, mais on y reviendra sans doute, ce qui s'est passé en Asie, en Extrême-Orient de la même manière, parce que, et c'est un point important qu'il faut peut-être rappeler tout de suite, c'est que on a plusieurs pays entre guillemets, qui ont bien réussi en ce qui concerne le contrôle de la pandémie, pays entre guillemets, la Chine continentale, Taïwan, le Vietnam ou la Corée du Sud, par exemple. Des systèmes politiques très différents, des systèmes sociaux aussi quand même qui sont assez différents, et on a des politiques donc qui ont été différentes, mais avec un point commun tout de même, c'est qu'il y a eu précisément des politiques, c'est-à-dire que l'État, rapidement, en Chine, après 3 semaines d'hésitation, d'erreurs et de latence, et peut-être aussi de mensonges d'ailleurs, a réagi de manière assez radicale et dans le cadre d'une politique relativement précise. Mais on a la même chose effectivement dans les autres pays. Donc on a eu une politique que l'on peut considérer effectivement extrêmement violente, mais essentiellement dans la province du Hubei. On a l'image aujourd'hui d'une Chine qui est absolument totalement confinée, etc., etc. Moi, j'ai des tas d'amis en Chine avec lesquels j'ai continué à avoir des relations à travers toute la Chine. Les choses ont été très diverses. Il y a des villes où on n'a jamais fermé les magasins, où il y a la possibilité de sortir, où on ne pouvait pas aller dans certaines résidences, mais on pouvait sortir dehors, éventuellement même dans les parcs, etc., etc. Donc, on a eu une diversité, je dirais, d'approches. Mais c'est vrai que pendant de longs mois, la province du Hubei a été complètement fermée. Mais ce qui est important à mettre en avant, je crois qu'il y a eu surtout tout un appareillage organisationnel, la mobilisation de l'ensemble de la population, et puis un phénomène que l'on n'a pas du tout connu en France, mais c'est que l'on a employé énormément de gens, bénévolement ou pas bénévolement d'ailleurs, pour s'occuper des gens malades, du confinement, de la surveillance, de la communication, etc., etc. Ce qui n'a pas été du tout le cas si on compare les choses avec ce qui s'est passé en Europe. Plutôt que de tout fermer, de tout arrêter, on a préféré effectivement avoir une politique beaucoup plus fine finalement, de fermeture différenciée, d'isolement différencié, suivant les régions, suivant les gens, suivant les quartiers, etc., etc. Donc on pourrait dire que c'est ça qui a fonctionné. Je pense que l'État très rapidement a réagi en Chine, et je pense qu'elle a réagi aussi parce qu'en Chine, le contrat social et l'équilibre social est basé sur le fait qu'il faut qu'il y ait un État qui soit protecteur. On attend beaucoup de l'État, et l'État central, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a une dichotomie à faire entre l'État central et l'État local en Chine qui est très fort. L'État local a failli, très clairement, par exemple dans le Hubei, mais par contre, l'État central a immédiatement mobilisé l'ensemble des forces, je dirais, étatiques, militaires et sanitaires pour lutter contre la pandémie. Jean-Louis Rocca, comment vous faisiez allusion à cette question il y a quelques minutes, comment la puissance sanitaire chinoise se compare avec ses voisins asiatiques, prenons par exemple Taïwan et la Corée du Sud? Alors c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que Taïwan évidemment on pourrait dire d'une certaine façon c'est l'antithèse, on pourrait dire du continent, évidemment lié à ce que, on en parlera sans doute, hein, évidemment les problèmes de réunification ou de non-réunification avec la mère patrie. Mais on a un système démocratique. La Corée du Sud est encore un autre exemple où on a une démocratie qui est peut-être plus autoritaire, qui est plus évidemment militarisée d'une certaine façon, parce qu'il y a toujours le problème de la Corée du Nord, etc., etc. Mais dans les 3 cas, effectivement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a eu effectivement une véritable politique. Alors, on peut aussi, historiquement, relier ça à l'épidémie du SRAS en 2003, c'est-à-dire que ces pays savaient ce qu'était au moins une épidémie, si ce n'est une pandémie. Et donc, il y avait, Taïwan ou sur le continent, des politiques qui avaient été mises en place dès 2003 en cas de nouvelles pandémies, de nouvelles épidémies. Alors que, effectivement, nous avions échappé au SRAS, nous avions échappé
échappé au H1N1 ou je sais pas quoi quelques années plus tard. Et donc, on n'était absolument pas prêt à ce genre de défi. Mais on voit que les résultats sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que, et même meilleurs même. On peut dire que Taïwan a été meilleur. Alors, le fait que ça soit une île, un petit territoire, on peut discuter d'un certain nombre de choses. On a, je crois, 12 morts à Taïwan, ce qui est quand même assez extraordinaire. On a, je crois, 1000 en Corée du Sud. Hein. Alors, bon, je ne suis pas absolument déçu. Bon, peu importe les chiffres étant donné. Peut-être sur les points communs, en fait, entre alors, sur les points Chine, communs, Taïwan sur les points communs, Corée. Ça a été la fermeture des frontières. Absolument. L'impossibilité de rentrer sur le territoire, avec des systèmes de quarantaine extrêmement bien organisés, avec des réactions extrêmement rapides lorsqu'un foyer épidémique se mettait en place, avec toute une organisation sanitaire où les gens, on allait s'occuper des gens qui étaient malades, on allait les fermer, on allait les enfermer d'une certaine façon, on allait leur fournir de la nourriture, etc., avec une mobilisation effectivement des systèmes traditionnels de contrôle social, mais qu'on retrouve aussi bien à Taïwan, dans un pays démocratique, qu'en Chine. Le fait que l'on ait, par exemple, dans chaque immeuble, des gens qui s'occupent de l'immeuble, des gens de la sécurité dans l'immeuble à Taipei, etc., est un élément, évidemment, qui joue un rôle très fort là-dedans. Alors, comme le temps passe, je voudrais qu'on parle maintenant de notre deuxième questionnement, de deuxième partie de ce débat sur la puissance chinoise contre la puissance américaine. La pandémie, évidemment, on l'a tous vu, n'a pas atténué le choc entre les deux superpuissances qui dominent notre monde au XXIe siècle. La Chine a confirmé à l'occasion de ces crises, notamment son dynamisme incroyable en matière technologique, numérique. On a bien vu comment elle n'a pas été la seule en Asie de l'Est, comment elle a mis très rapidement en œuvre des technologies de traçage des contaminations, comment elle a profité de son big data, ces données massives des utilisateurs chinois, et en parallèle, les États-Unis de Joe Biden ont continué la guerre technologique, notamment sur les semi-conducteurs, ces puces électroniques essentielles, des voitures aux téléphones portables. Et c'est de cela donc je voudrais parler maintenant avec vous, Alice Ekman. La Chine se trouve en difficulté sur ce point, puisqu'elle dépend des importations de puces électroniques. Et je voulais vous demander comment est-ce que la Chine peut se sortir de cette situation. Merci Joris pour cette question. Si vous me le permettez, j'aimerais juste revenir sur quelques points par rapport à la question précédente, et je ne serai pas longue, et très vite je parlerai de Chine et États-Unis et de la question des semi-conducteurs. La question de la propagande ne doit pas être sous-estimée. La propagande chinoise marche à plein autour du sujet du Covid-19. Comme vous le savez, la Chine, par exemple, le Parti communiste chinois, a organisé des expositions à la gloire du parti qui a vaincu le virus. Il y a donc des expositions pas uniquement à Pékin, mais dans différentes villes. Il y a énormément de dépêches de l'agence d'État chinois qui insistent sur le rôle victorieux du parti dans cette lutte contre le peuple, lutte du peuple contre le Covid. Donc il y a à la fois éléments de propagande à l'intérieur du pays, avec toujours un doute sur les chiffres de contamination. C'est très difficile aujourd'hui de dire combien de personnes ont été contaminées, combien de personnes sont décédées en Chine du Covid, mais aussi une stratégie de propagande qui a été déployée à l'étranger et là qui est incontestable. Par exemple, lorsque la Chine affrète des avions avec les pays, avec le drapeau chinois et côte à côte, le drapeau chinois et italien, avec des délégations entourées de médias chinois et appelant aussi aux médias locaux à couvrir l'événement. Bien sûr qu'il y a une stratégie de communication très coordonnée avec ces livraisons de masques et d'équipements qui se répètent dans de multiples pays, toujours sur le même schéma. Ça me fait penser un peu à l'arrivée des trains Nouvelle Route de la Soie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand le projet a été lancé à l'automne 2013, la Chine a affrété, en tout cas a repackagé, a décoré des trains arrivant dans certains pays avec le drapeau chinois, en convoquant l'agence de presse Nouvelle et en communiquant de la même manière. Donc,
oui, on est dans un système de communication très différent. On pourra en parler tout à l'heure entre la différence entre le soft et le sharp power, mais il y a eu une stratégie de propagande autour du coronavirus. Peut-être qu'au début, c'était du bricolage, mais ensuite, elle s'est structurée de manière extrêmement précise et certains diraient offensive. Il faudrait qu'on parle aussi ici de la communication ou de la diplomatie dite des loups guerriers, c'est-à-dire des diplomates chinois critiquant ouvertement dans les pays où ils sont basés la gestion du Covid-19 local. C'était le cas, par exemple, on a vu de nombreuses joutes verbales entre l'ambassade de Chine en France et le ministère des Affaires français, le ministère des Affaires étrangères français. Donc ça, c'était sur la propagande. Sur l'État protecteur, je pense aussi qu'il faut nuancer ce propos. Si l'État local, c'est-à-dire qu'il faut nuancer la dichotomie entre État local et État central. Si les provinces ne sont pas indépendantes en Chine, elles l'ont jamais été, mais elles le sont beaucoup moins sous Xi Jinping qu'elles ne l'étaient sous Hu Jintao. Si les provinces n'ont pas toujours remonté à temps les chiffres et les constats locaux, c'est parce qu'elles avaient peur du gouvernement central. Dans le cas de l'hôpital central de Wuhan, on sait désormais que le docteur Aifen, qui était directrice du département des urgences, avait une première fois donné l'alerte. Elle a été vivement rappelée à l'ordre par la commission de la santé de la ville, mais aussi par le directeur du bureau de l'inspection de la discipline de son hôpital, c'est-à-dire par un représentant du parti au sein de l'hôpital. Et la province ne souhaitait pas qu'elle avait peur de se faire recadrer par Pékin. Et on a bien on sent réellement en fait ce sentiment de peur au sein de la fonction publique chinoise en général. Et ça se ressent au niveau local, ça se ressent aussi au niveau central, c'est-à-dire que depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres ne remontent pas de manière transparente ou alors sont modifiés, ne remontent pas directement à Pékin par peur de représailles, par peur, parce qu'on a aussi une politique de la performance, mais aussi on a un recadrage très très fort de la fonction publique, avec des sessions d'autocritique et d'autocritique, avec des séances de formation et de recadrage des cadres du parti et de la fonction publique dans des stages d'été, par exemple. Enfin, la liste est longue, mais il faut bien se souvenir de ce contexte de peur. Minimiser la peur au sein du parti, ce serait ne pas voir réellement l'état de la situation en Chine aujourd'hui. Et je nuance bien le sentiment de peur. Je ne dis pas qu'il est répandu au sein de toute la population. Je parle bien du parti et de la fonction publique parce que ce sont les premiers concernés et visés, notamment dans le cadre de la vaste campagne anticorruption lancée en 2013, qui est également une campagne de recadrage disciplinaire et idéologique. Donc c'est important d'avoir ces éléments en tête parce que ça explique aussi le retard que vous aviez, Joris, détaillé au début de votre introduction et le délai, et ça explique aussi le comportement des autorités locales dans les premiers mois. Alors peut-être un dernier point, d'accord. Il y a un dernier point qui est quand même important. Je veux pas du tout m'engager dans une joute verbale. C'est pas un débat. On essaye ensemble. Par contre, après, il faudra qu'on passe à la deuxième partie. Allez-y. Oui. Non, mais c'est important d'être factuel et aussi précis que possible. Et un dernier point sur le fait que Taïwan et la Chine seraient similaires dans leur maillage de surveillance au niveau des quartiers. Là, bien sûr, il faut nuancer. Toute personne qui a vécu à la fois à Taïwan et en Chine continentale sera d'accord pour constater que, bien sûr, les comités de quartier existent toujours en Chine. À Taïwan, s'il existe une solidarité au niveau local, le niveau de surveillance est moindre. Et en tout cas, il n'est pas centralisé et soutenu par un maillage technologique comme il est en Chine continentale. D'ailleurs, là-dessus, on a beaucoup d'éléments, notamment sur le développement des smart cities en Chine, qui est assez avancé. Alors maintenant, on y va. Sur Chine, États-Unis, il y a beaucoup de choses à dire. Sur ces semi-conducteurs, voilà, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à dire, comme vous dites, sur le choc des puissances. On va prendre des exemples cette fois-ci, et Jean-Louis Roca, on pourra revenir ensuite en fin d'émission sur ces. C'est juste pour qu'on ait qu'on puisse avancer sur le choc des puissances entre Chine et États-Unis. C'est cet exemple des semi-conducteurs, des puces électroniques, qui est absolument crucial et qui met la Chine dans l'embarras après les décisions de Donald Trump contre Huawei et qui sont poursuivies par l'administration de Joe Biden. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la Chine peut gérer cette situation
qui est une crise de puissance technologique. Oui, alors on peut analyser le 14e plan quinquennal qui a été lancé en mars dernier, qui est à ce titre très éclairant, qui confirme la stratégie chinoise, déjà de circulation duale, ce qu'elle appelle de se reconcentrer sur la consommation intérieure, mais aussi la production intérieure pour limiter les dépendances vis-à-vis de l'extérieur, et une volonté finalement de développer très rapidement, notamment en augmentant les investissements gouvernementaux dans le domaine de la recherche et du développement, en investissant très massivement dans le développement de technologies pour que la Chine puisse faire face, puisse limiter sa dépendance aux importations de composants venant de l'étranger. C'est pas facile pour la Chine, par exemple, dans le domaine des semi-conducteurs, pour répondre à votre question, elle est en retard par rapport, bien sûr, à Taïwan, notamment le fabricant TSMC, qui est au cœur aujourd'hui des tensions et des rivalités de plus en plus, mais aussi de certains importateurs et fabricants américains. Et donc la question chinoise, par exemple, aujourd'hui, la Chine essaye de consolider la production de semi-conducteurs sur son territoire. Par exemple, récemment, un contrat a été signé entre le Taïwanais TSMC et le gouvernement local de la ville de Nanking, Nanjing, pour développer et construire davantage de semi-conducteurs, mais de taille intermédiaire. Ce ne sont pas les plus petits, ce ne sont pas les semi-conducteurs les plus en pointe, mais ce sont quand même des semi-conducteurs qui sont utiles pour l'industrie automobile. Donc la Chine espère vraiment, et là on le voit vraiment à la lecture du plan quinquennal, qui couvre la période 2021-2025, espère vraiment être capable à terme de rattraper son retard dans certaines technologies, en sachant, et de manière assez confiante, que dans d'autres secteurs technologiques, elle est en pointe. On pourrait parler des drones, par exemple. On pourrait parler de technologies dites de reconnaissance faciale. On pourrait parler donc de reconnaissance faciale liée aussi aux caméras dotées d'intelligence artificielle. On peut aussi parler de la capacité de nombreuses entreprises chinoises à non seulement développer ces technologies, mais à les intégrer dans la vie de tous les jours. Et c'est peut-être ça l'avantage de la Chine sur le plan technologique aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement, on va dire, des capacités d'innovation qui sont réelles dans le domaine technologique sur la structure, le hardware, mais aussi l'usage au quotidien. D'ailleurs, dans le contexte, puisqu'on parle de la crise pandémique, on a parlé des dons et des ventes de matériel de protection, des masques, d'équipements. Mais la Chine a également donné des drones à certains gouvernements. Elle a également donné des systèmes de vidéoconférence, Huawei par exemple, à certains gouvernements africains ou du Moyen-Orient. Elle a également donné des vidéos, des caméras à reconnaissance, qui permettent de mesurer la température. Donc il y a aussi une diplomatie technologique qui accompagnait la diplomatie dite sanitaire au sens strict. Avec, et là-dessus je rejoins totalement Jean-Louis, avec une situation où la Chine comble des manques et des besoins. C'est-à-dire que si la Chine peut comme ça, on va dire, envoyer ses composants, ses infrastructures, ses produits à certains pays, c'est parce que ces produits sont intéressants dans un contexte de pénurie ou de manque. Et là, c'est vrai que la Chine, tout à l'heure on parlait d'innovation, mais on parle des semi-conducteurs en disant la Chine aujourd'hui fait face à un contexte de blocage, voire de pénurie, alors qu'elle fait face à des sanctions américaines dans le domaine des technologies, et donc ça va être difficile à contourner. Mais en même temps, on a dit aussi il y a 5-6 ans, on disait encore il y a 10 ans, que la Chine n'était pas capable d'innover compte tenu de son système politique. Ce qui s'avère faux aujourd'hui lorsqu'on regarde les capacités d'innovation de la Chine en matière de télécommunications, par exemple dans le domaine de la 5G, qui a surpris beaucoup de pays, en premier lieu les États-Unis. Donc on voit bien aujourd'hui que le pari de la Chine, c'est de continuer à investir dans les technologies où elle a déjà je vais pas dire un leadership, mais où elle est déjà en position de compétitivité, mais aussi d'essayer de rattraper au maximum son retard dans d'autres secteurs technologiques et en premier lieu dans les semi-conducteurs. Ça va prendre du temps, mais la stratégie générale de la Chine, c'est de fournir, d'être présent sur tous les secteurs technologiques, c'est-à-dire de fournir une offre technologique qu'on pourrait appeler 360 degrés, notamment à d'autres pays, c'est-à-dire vous pourriez doter vos villes du futur, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, à la fois de drones chinois, de caméras de surveillance chinoises,
de systèmes de reconnaissance faciale liés à ces caméras, d'applications pour smartphones chinoises liées à ces infrastructures, d'un système de blockchain soutenu par la Chine, un domaine dans lequel la Chine investit beaucoup ces dernières années notamment. Tout ça soutenu par des data centers, des centres de données chinois, avec des réseaux de télécommunications chinois, notamment développés par Huawei. Donc on voit bien aujourd'hui l'objectif de la Chine, c'est de faire face à ces tensions. En fait, c'est-à-dire qu'elle prend acte des tensions technologiques qui sont en cours, bien sûr, depuis plusieurs années, en investissant encore davantage dans ce secteur et en espérant finalement fournir des systèmes autonomes qui ne dépendent plus de composants étrangers sur son territoire, mais aussi qui lui permettent d'exporter ces technologies à l'étranger de manière finalement intégrée et interopérable. Alors, Alice Ekman, merci. Je voudrais voir maintenant une question qui est évidemment intimement liée avec vous, Jean-Louis Rocca. Le choc des puissances entre Chine et États-Unis, c'est évidemment aussi une guerre des valeurs. Ce thème est incontournable en ce moment. La Chine est accusée d'avoir profité de la crise sanitaire pour renforcer encore son contrôle social via les hautes technologies, l'innovation high-tech. On parle de dictature numérique, de totalitarisme 2.0. L'administration américaine sous Trump puis sous Joe Biden dénonce avec l'ONU et une grande partie de la communauté internationale un génocide des Ouïghours au Xinjiang. Sur Hong Kong, la loi sur la sécurité nationale instaurée le 30 juin 2020 a mis fin au principe un pays deux systèmes et par là aux aspirations démocratiques des Hongkongais pour un temps. La Chine est accusée de cyberattaques, de cyberespionnage, d'opérations de désinformation numérique, de manipulation des opinions publiques dans les démocraties occidentales, mais aussi d'exporter ces technologies d'oppression, de censure, en Iran par exemple. Bref, la puissance chinoise est accusée d'être un sharp power, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire par une puissance de nuisance. Alors, c'est beaucoup de choses ensemble, hein, Jean-Louis Rocca, j'en ai conscience, mais pour vous, quelle est votre vision, votre analyse de tout cela ? Ça me permet de revenir un peu sur ce que disait tout à l'heure Alice Ekman, enfin la présentation qu'elle faisait un petit peu de la situation. Je crois qu'on a aujourd'hui une situation dans laquelle on est à mi-chemin entre le conte de fées et 1984 quand on parle de la Chine. Par exemple, quand tout à l'heure Alice Ekman parle de la propagande chinoise, bien évidemment, il y a de la propagande chinoise, il y a de la propagande dans tous les pays du monde. La Chine est connue pour être un pays où la propagande est extrêmement développée. Donc, en quoi s'étonner que la Chine fasse de la propagande ? Je veux dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait quand même, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, qu'on est dans une époque de communication, de propagande, où chaque pays, directement ou indirectement, discrètement ou moins discrètement, va dans le sens, on pourrait dire, de ses sentiments et de ses valeurs, entre guillemets, de sa volonté de montrer une certaine image du pays. Donc, bien évidemment qu'il y a de la propagande en Chine. Le danger, c'est de considérer que finalement, la Chine ne fonctionne que grâce à la propagande. C'est-à-dire qu'il n'y aurait finalement plus aucune politique et plus aucune relation entre la population et le gouvernement. Or, je suis désolé, mais il y a effectivement une propagande, mais il y a aussi une réalité. Et les Chinois ne sont pas plus bêtes que les autres. Ce serait une erreur de le croire. Et effectivement, les Chinois doivent reconnaître, et tout le monde le reconnaît d'ailleurs, que la Chine a plutôt bien géré la pandémie. C'est-à-dire que l'on ne peut pas considérer que c'est de la propagande, le fait de voir des gens qui vont dans les boîtes de nuit chinoises. C'est une réalité. Donc il faut faire la part entre la réalité des choses et la propagande. On peut difficilement faire de la propagande sur quelque chose qui n'existe pas. Et pour revenir sur cette guerre des valeurs, justement, entre la Chine et les États-Unis, et qui se cristallise justement autour de, par exemple, de ce qui se passe au Xinjiang, par exemple de ce qui se passe à Hong Kong, des accusations aussi de subversion, se
pouvoir de nuisance. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Moi, je termine quand même mon point, puisque c'est lié à ce que je vais continuer à dire. Je dirais que, contrairement à ce que disait Alice Ekman, la Chine est très très mauvaise en propagande. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, et on voit bien les réactions dans tous les journaux du monde, dans tous les médias, etc., la Chine a mauvaise presse. Bon, certes, on reconnaît un certain nombre d'avancées dans le domaine du contrôle de la pandémie, mais globalement, elle se débrouille très très mal. Les réflexions et les critiques des diplomates chinois ont fait un flop absolument total. Aujourd'hui, la situation, la réputation de la Chine est complètement en train de s'écrouler dans les opinions publiques internationales. Donc la propagande ne fonctionne absolument pas. La propagande fonctionne évidemment aussi, bien entendu, à l'intérieur, mais encore une fois, à l'intérieur, les gens se rendent bien compte que cette propagande est liée à une certaine réalité. Alors la question, effectivement, des valeurs. Ce qui est assez frappant, je crois, c'est que dans la situation actuelle, mais aussi par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire assez récente, c'est-à-dire que là aussi, on découvre les valeurs soi-disant européennes. C'est-à-dire que pendant des années, on a accepté tout un ensemble de choses de la part de la Chine. On n'a pas réagi à un certain nombre de graves infractions. On avait tendance à oublier de parler des droits de l'homme, etc., etc. Et là, évidemment, dans une situation de compétition et de conflit, on pourrait dire notamment avec les États-Unis, on essaye de faire croire que c'est une opposition, en fait, entre valeurs. Mais bon, quand on regarde évidemment les valeurs qui sont développées en Chine, par exemple les valeurs autour de la discipline, de l'autoritarisme, de l'importance de l'État, ces valeurs sont tout aussi occidentales que chinoises. Elles sont même beaucoup plus occidentales que chinoises. Même si on considère que la Chine est un pays socialiste ou encore un pays communiste, il faut bien reconnaître que le communisme et le socialisme sont des valeurs aussi qui sont occidentales. Donc moi j'aimerais bien que l'on me parle de très clairement des valeurs qui sont défendues, étant donné qu'il y a, par exemple aussi aux États-Unis, une longue tradition quand même d'infraction aux droits de l'homme, de coups d'État, d'action de la CIA, etc., etc. Donc je crois que ce volet idéologique me semble pas très intéressant en tant que tel, parce que c'est beaucoup plus, disons, une façon de renforcer, disons, que la position d'un certain nombre de pays. Je crois qu'il y a une réalité fondamentale, c'est que la Chine aujourd'hui est devenue dans un tas de domaines, et là, effectivement, tout ce que dit Alice Ekman est vrai, de compétition vis-à-vis de l'Europe ou vis-à-vis des États-Unis. On aurait pu, évidemment, s'en rendre compte auparavant, puisque ça fait une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, qu'un certain nombre de gens disent attention, les transferts de technologie, ça va renforcer la Chine, on va avoir des concurrents bientôt, etc., etc. Donc, c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Alors, effectivement, aujourd'hui, la Chine est passée d'une situation où elle avait une diplomatie plutôt accommodante pour effectivement attirer les capitaux étrangers, remonter des filières, faire des progrès dans le domaine technologique, à une situation aujourd'hui où elle a tendance à avoir des positions dominantes ou en tout cas de bonnes positions sur un certain nombre de marchés. Mais c'est lié évidemment au business. C'est pas quelque chose que la Chine, disons, a construit d'une manière un peu complotiste à l'extérieur, etc. Tout le monde était au courant quand même de ce genre de phénomène. Donc effectivement, on est justement aujourd'hui dans une situation de compétition, de concurrence dans tout un ensemble de marchés, et on vient coller, je crois, une querelle, je dirais, idéologique, ce qui n'empêche pas évidemment qu'il y ait des problèmes en Chine autour des droits de l'homme, etc., bien évidemment, mais on sait bien que c'est pas l'apanage non plus des États-Unis d'avoir ce genre de problème. Mais je crois qu'on fait fausse route quand on se focalise sur cet élément-là, parce que je pense que aussi bien du côté des États-Unis
voire de l'Europe, et le passé colonial encore existant dans un certain nombre de régions du monde, de l'Europe ou de l'Amérique le montre bien, que l'on a tort, je crois, d'opposer absolument des valeurs chinoises à des valeurs occidentales. Je pense que, effectivement, la Chine est un pays avec un régime autoritaire, non démocratique, mais c'est pas une exception non plus dans l'histoire de l'Europe ou des États-Unis. Voilà. Alors, évidemment, on parle de propagande chinoise, mais par exemple, parler de génocide dans le cas du Xinjiang, je ne sais pas comment appeler ce genre de choses. C'est-à-dire que on a, pour l'instant, en tout cas, absolument aucun élément qui peut aller jusqu'au génocide. En tout cas, quand on regarde les définitions que peut donner le génocide en ce qui concerne de l'ONU. Évidemment, la situation au Xinjiang est une situation coloniale. On le sait depuis très longtemps. De là d'aller jusqu'à ces questions de génocide, etc. C'est tout de même un petit peu aller vite en besogne. Et je terminerai juste sur un point, c'est-à-dire quand on parle de propagande, il faut aussi analyser ce qu'est le terme même de propagande ou de communication. Encore une fois, je crois que la Chine est très mauvaise en propagande, très mauvaise en communication, et je pense qu'au contraire, les puissances européennes et la puissance américaine aussi sont des puissances qui sont très bonnes en communication. C'est-à-dire que les journaux du monde entier, évidemment, sont influencés par les grands journaux américains qui donnent le ton dans tout un ensemble de domaines. Je pense que l'influence, par exemple, de la Chine sur la presse internationale est absolument ridicule par rapport à l'influence de la presse américaine sur la presse mondiale. Donc, il faut, je crois, avoir sur ce plan-là une analyse assez fine. Peut-être pour donner la parole à Alice Ekman, quelle est votre analyse justement de cette guerre des valeurs entre Chine et États-Unis, ce choc des puissances au niveau des valeurs? Il existe une réelle rivalité idéologique entre la Chine et les États-Unis, et celle-ci est assumée directement par Xi Jinping, le Parti communiste, depuis 2013. Xi Jinping a déclaré en 2013 face au comité central que le socialisme est supérieur au capitalisme et qu'il croyait en la victoire ultime du... Vous m'entendez pas? Non, c'est pas... Continuez, au contraire. Je communiquais avec mon collègue. Allez-y, désolé de vous avoir déconcentré. Continuez. Donc Xi Jinping... affirme qu'il croit en la victoire ultime du socialisme sur le capitalisme. Bien sûr, on peut remettre en question les mots qu'il utilise, mais en tout cas, lui considère la relation avec les États-Unis comme une rivalité qui n'est pas qu'économique, qui n'est pas que technologique, mais qui est aussi idéologique. Et ça, c'est très important de le souligner parce qu'on le voit beaucoup dans les communications du parti. On le voit aussi dans la façon dont les médias chinois, les médias d'État, depuis plus de 8 ans, s'efforcent vraiment de souligner ce qu'ils considèrent être les faiblesses des démocraties occidentales et en glorifiant les forces du système chinois. On a aussi un système politique en Chine, un parti communiste qui a développé dans certains pays, notamment les pays dits en développement, des programmes de formation qui sont offerts par le gouvernement chinois pour promouvoir ce que le parti appelle la solution chinoise ou l'exemple chinois pour le monde. C'est-à-dire que la Chine se positionne en exemple face à certains pays, notamment à ses hauts fonctionnaires, en les formant pour apprendre de la Chine dans la structuration de son économie, la création de zones économiques spéciales, mais aussi sa gestion des minorités ou encore le développement de la surveillance technologique des villes. Donc on a bien là une volonté de promouvoir un système politique particulier qui n'est pas à l'étranger explicitement formulé en termes socialisme contre capitalisme. C'est pas ça. Cette opposition, elle est principalement présente dans le discours national, dans les réunions à huis clos. À l'international, la Chine parle vraiment de cet exemple pour le monde, de solution chinoise pour le monde, de contribution chinoise au bien commun. Les grandes phrases officielles sont connues aujourd'hui. Mais c'est vraiment intéressant de voir que la Chine aujourd'hui cherche à se positionner comme une puissance de référence. Et on revient aujourd'hui, dès à présent, du coup, au thème principal de notre échange, la puissance chinoise à l'heure de la pandémie. On a vraiment une volonté de la Chine de se positionner comme une puissance, c'est-à-dire bien sûr une puissance de référence face aux pays en développement, mais aussi une puissance
qui joue égal à égal avec les États-Unis face à Washington. Et on se rappelle du sommet de Anchorage, il y a quelques mois, qui était en Alaska, la première rencontre bilatérale entre la Chine et les États-Unis depuis l'élection de Joe Biden au pouvoir, où la Chine, la partie chinoise officielle, Wang Yi et Yang Jiechi, ont très clairement prononcé le mot de puissance et ont rappelé qu'il était temps d'instaurer un nouveau type de relation entre grandes puissances, c'est-à-dire que la Chine et les États-Unis doivent vraiment réajuster leurs relations pour que la Chine soit considérée, d'après le Parti communiste chinois, avec davantage de respect. Et dans cet échange, dans ce sommet bilatéral d'importance, un autre élément qui était intéressant, c'est encore une fois la propagande chinoise et cette rhétorique qui est de retourner les critiques qui lui sont adressées. Lorsque la partie américaine a commencé à évoquer brièvement, avant de revenir plus longuement sur le sujet, la question de Hong Kong, du Xinjiang et plus largement les droits de l'homme, très vite, les homologues chinois, leurs interlocuteurs chinois ont répondu que les États-Unis avaient beaucoup de problèmes de droits de l'homme sur leur territoire. Un peu, finalement, la rhétorique que Jean-Louis Rocca vient de développer, c'est-à-dire retourner l'argumentation en disant balayez devant votre porte, vous êtes responsable et vous n'avez rien à dire, aucune leçon à me donner. Sauf qu'il y a quand même un certain sens des proportions à garder. Les violations des droits de l'homme, certes, il y en a dans beaucoup de pays, mais à des degrés plus ou moins forts. En Chine, la situation des droits de l'homme s'est dégradée de manière factuelle, pas uniquement au Xinjiang, mais beaucoup au Xinjiang depuis 2013. Ça, c'est un fait, c'est pas une matière à débat. On pourrait développer dans une conférence spécialisée dédiée au Xinjiang. Mais la question des droits de l'homme, bien sûr, la situation des droits de l'homme s'est dégradée. Tout à l'heure, on parlait de propagande. D'autres pays ont un système de propagande, bien sûr. Je ne dis pas que la Chine est le seul, mais encore une fois, il faut garder, je pense, un ordre de grandeur, c'est-à-dire quand il y a à la fois une stratégie de propagande, mais en même temps un renforcement de la censure très forte, ça différencie tout de suite la Chine des États-Unis, où des mouvements peuvent s'exprimer sur certains débordements de la police, ou certaines violations des droits de l'homme. C'est très clair. En Chine, ces mouvements ont du mal à s'exprimer, ou même les critiques de la gestion du gouvernement par rapport à la crise du Covid n'ont pu s'exprimer, comme vous l'avez indiqué, avec la situation du docteur Li Wenliang. Très vite, les nombreux commentaires de soutien au docteur Li ont été censurés, et ensuite le parti, par un exercice de propagande assez efficace, à glorifier ce docteur comme un héros du parti qui a dédié sa vie au peuple. Donc on voit bien que le fonctionnement des stratégies de communication de propagande est bien différent entre ce qu'on connaît en Europe, aux États-Unis et en Chine. Et il faut aussi avoir en tête qu'en Chine, la propagande joue un rôle central. Et ça nous amène aussi à la question du sharp et du soft power. Mais Xi Jinping a publié un livre explicitement sur ce sujet en octobre 2020 qui s'intitule « Sur la propagande et le travail idéologique du parti ». Alors, c'est un livre, c'est plutôt un recueil de 52 discours, mais uniquement dédié... Alors, c'est très bien que vous parliez de cela, Alice Ekman, parce que justement, je voulais vous poser, pour parler de notre troisième point, cette question du soft power chinois, de sa puissance douce, et Xi Jinping qui, à travers ses discours et son ouvrage sur la gouvernance chinoise, donc véhicule aussi ce rêve chinois de renaissance de la puissance. Mais le problème, c'est que il faut bien le reconnaître, en ce moment, la Chine a souvent du mal à faire rêver le monde, justement. La grande question, la question de l'utilisation du terme soft power s'est posée il y a quelques années en voyant l'évolution justement de la stratégie de communication de propagande en Chine, sur le fait que c'est la question suivante: est-ce qu'il est possible de parler encore de soft power quand les acteurs de soft power sont supervisés et guidés par l'État, en fait? C'est-à-dire qu'on connaît bien les stratégies de soft power américaines, où il y avait une stratégie d'un soutien financier, par exemple, aux artistes, aux chercheurs pour développer leurs œuvres ou leurs travaux, mais ensuite on ne les incitait pas à dire spécifiquement mot pour mot ce qu'ils avaient à dire dans leurs œuvres. Aujourd'hui, en Chine, on a une politique de soutien financier et logistique aux artistes et aux chercheurs, mais très cadrée et très guidée, très supervisée. Par exemple, moi j'ai vu l'évolution
très précises des think tanks chinois et notamment des départements d'université dans le domaine des relations internationales, avec l'obligation de créer en leur sein des centres dédiés aux nouvelles routes de la soie, qui est un projet phare de Xi Jinping, comme vous le savez, lancé à l'automne 2013, et l'obligation, dans leurs travaux, de faire référence, d'utiliser des éléments de langage officiels. Le fait que les nouvelles routes de la soie sont complémentaires à d'autres projets de développement des infrastructures, le fait que les nouvelles routes de la soie sont bénéfiques pour le monde, etc., etc. Et ces éléments-là, on les entend par des acteurs du soft power chinois, c'est-à-dire des chercheurs notamment, mais pas uniquement, des journalistes, des diplomates, très nombreux. Sauf que c'est tellement cadré, tellement guidé qu'on a du mal encore à parler de soft power, mais plutôt de sharp power, où certains disent, on pourrait pas parler de hard power, mais utiliser un autre mot que soft power. En tout cas, on n'est plus dans la même stratégie d'influence que celle que l'on a analysée aux États-Unis ou en Europe et qui a cours encore actuellement. De même, la stratégie, en tout cas l'offensive de communication dite des loups combattants est tellement coordonnée qu'on voit bien aujourd'hui qu'elle n'est pas représentative d'une opinion personnelle d'un diplomate ou d'un autre. Quand plusieurs diplomates au même moment, par exemple notamment dans les échanges, lors des tensions entre l'Union européenne et la Chine, il y a 2 mois, des vives tensions, on a bien vu les mêmes éléments de langage ressortir au même moment. Aujourd'hui, pour donner un autre exemple, c'est intéressant de parler soft et sharp power, mais aujourd'hui, pour justement fêter le centenaire du Parti communiste chinois, Xi Jinping a appelé dès le début de l'année, même en fin d'année dernière pour être précise, à plusieurs centaines d'artistes à produire des travaux, je cite, qui glorifient le parti et qui font honneur justement à cet anniversaire du Parti communiste chinois. Donc quand vous demandez à des artistes spécifiquement de vous mettre au service du politique à ce point, il est difficile de parler de soft power, voilà, que ce soit dans la région ou dans le monde. De manière générale, on a vraiment aujourd'hui, je pense, une révision de la notion de création artistique, journalistique, académique en Chine, qui doit être utile au parti. Que ce soit l'art pour l'art n'existe plus finalement. Xi Jinping l'a dit très clairement, même notamment lors du 19e congrès du parti en 2017, il a indiqué que artistes intellectuels se devaient de chanter les louanges du parti. Donc lorsque l'on a ces informations précises, qui sont édictées à Pékin, on a une lecture différente des actions culturelles internationales de la Chine, notamment à l'étranger, en Europe ou ailleurs. Par exemple, des expositions en l'honneur des nouvelles routes de la soie, des expositions, là je parle par exemple de peinture, organisées par les ambassades à l'étranger, avec des chameaux qui se baladent dans le désert. Bon, et on voyait les mêmes images un peu partout, de manière répétitive. Pourquoi ? Parce que c'est une communication extrêmement centralisée, qui n'est plus uniquement un soutien ou l'aide à la création ou un coup de pouce donné par les autorités à la société civile, mais au contraire un cadrage et une obligation de communiquer en certains termes à l'étranger. Alors on peut se poser la question de l'efficacité de ce type de communication. Peut-être rapidement. Ouais, dites-nous. Oui, très rapidement, je pense que c'est à double tranchant et comme Jean-Louis le disait, voilà, parfois la propagande ne prend pas, mais quand même. Malgré les critiques, les réticences, les agacements vis-à-vis des cibles de ce type d'action de sharp power, il y a quand même quelque chose qui reste. C'est-à-dire quand la Chine répète depuis 2013 ce concept des nouvelles routes de la soie lors de conférences internationales qui sont soutenues par le parti, mais notamment aussi à travers des articles de presse de l'agence officielle Xinhua, mais aussi Shetian, etc., un réseau de médias à l'étranger, etc. Mais finalement, on retient le concept, ce concept des nouvelles routes de la soie, à intégrer le langage international à tel point que beaucoup d'analyses et de travaux ont émergé sur ce sujet. Donc la Chine arrive quand même à faire intégrer ces concepts nationaux dans le langage international. Et c'est le cas également à l'ONU, par exemple, lorsque la Chine a essayé d'y promouvoir le concept de communauté de destin commun. Bon, au début, beaucoup d'États
se moquer un peu de ce concept, mais la Chine a quand même réussi à ce que ce concept intègre des résolutions sur l'Afghanistan en 2017, par exemple. Alors, Alice Ekman, on reviendra sur ces questions. Je voudrais vous donner la parole, Jean-Louis Roca, sur cette question du soft power, mais à travers peut-être une autre manière de voir. On parle souvent des faiblesses donc du soft power chinois, mais on pourrait aussi évoquer quand même certains succès dont on parle peu, et notamment, alors, on parle en Afrique des infrastructures et de la diplomatie des stades, mais il y a aussi quand même 2 immenses succès auprès de la jeunesse mondiale du soft power chinois. Les jeux vidéo en ligne, avec notamment Fortnite qui appartient au géant numérique chinois Tencent, mais aussi le réseau social TikTok, où l'on partage à l'infini des vidéos courtes et légères, réseau qui a été au centre de la guerre technologique avec l'Amérique de Trump, tout comme Huawei d'ailleurs, dont les téléphones portables ont quand même très bien marché et gagné l'estime, voire la préférence de beaucoup de consommateurs hors de Chine. Alors, cette Chine qui continue de grossir économiquement, qui continue aussi d'innover avec moins de garde-fous éthiques qu'en Occident, qui par sa puissance, son soft power ou sharp power, son échelle va prendre de plus en plus de place dans le monde, dans nos vies aussi. Et Jean-Louis Roca, est-ce que cette Chine peut nous changer ? Moi, ce que je voudrais d'abord noter, si vous voulez, que je suis assez content que finalement Alice Ekman rejoigne un peu tout à fait mon analyse de l'échec de la propagande chinoise globalement, puisque effectivement, l'exemple qu'elle donne, par exemple, sur le fait que Xi Jinping parle de propagande déjà est un échec. Normalement, si une bonne propagande ne devrait pas être visible pour être véritablement efficace. Donc, effectivement, globalement, je peux être d'accord avec ce qu'elle dit, c'est-à-dire que le soft power chinois est extrêmement faible. Je voudrais revenir aussi sur un point qui me paraît très important, et avec 2 exemples. C'est le fait que beaucoup de choses, en fait, que font les Chinois sont finalement très liées à des choses qui arrivent, tout un appareillage idéologique qui existe ailleurs, mais qui est là beaucoup plus visible, beaucoup plus apparent dans les pratiques. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des formations que donnent les Chinois dans un certain nombre de pays, ou même en Chine, et là il y a des travaux assez bons là-dessus. En fait, ce que l'idéologie que développe finalement la Chine dans ce domaine-là, c'est celui de la good governance, c'est-à-dire une espèce d'idéologie complètement dépolitisée et qui rejoint très largement la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, voilà, c'est-à-dire que gouverner un pays n'est pas une question de politique, on pourrait dire de conflit politique, etc., etc., mais c'est au contraire une question de bonne technique, de bonne pratique, de bonne organisation, etc., etc. Et cette dépolitisation, par exemple, de la politique, on pourrait dire, ou du gouvernement, est quelque chose qui touche l'ensemble aujourd'hui du monde. C'est-à-dire que c'est un rêve dans la tête de beaucoup de politiciens à l'heure actuelle que d'avoir effectivement un gouvernement de ce type-là. On voit bien avec le développement de la technocratie. Sur l'efficacité, vous voulez dire ? Sur l'efficacité, sur le fait que l'on doit arrêter de demander trop souvent leur avis au peuple, par exemple. Et moi, je remarque qu'un certain nombre de politiciens, dans tout un tas de pays européens d'ailleurs, sont assez, et d'ailleurs, quel que soit finalement le camp auquel ils sont rattachés, sont intéressés aussi par ce qui se passe en Chine par rapport à cet élément-là. C'est-à-dire que ce qui se passe en Chine, et ça rejoint évidemment à ce que vous dites, c'est-à-dire que n'est pas quelque chose d'original, mais quelque chose qui est une espèce de radicalisation ou quelque chose qui se voit de manière très claire, mais qui existe de manière très forte aussi dans d'autres pays. Donc le danger, c'est pas tellement que la Chine nous donne un modèle, mais c'est plutôt que le modèle qui est en train de s'imposer, en passant par la Chine, donne une certaine légitimité, je dirais, à un certain nombre d'éléments. L'autre exemple qui va dans le même sens, c'est tout ce que l'on dit à propos de l'intelligence artificielle, du crédit social et de des choses-là. En fait, on sait que la Chine est plus avancée dans certains domaines
sur ces marchés-là. Mais ce qui est fascinant quand on regarde ce que disent les hommes politiques ou ce que disent les businessmen en Europe ou même aux États-Unis, c'est qu'ils sont fascinés par la Chine. Ils aimeraient avoir les mêmes outils et d'ailleurs ils achètent actuellement les outils qui sont développés en Chine. Donc d'une certaine façon, la Chine n'est pas un extérieur, n'est pas un monde qui a des valeurs différentes. Je pourrais dire que la Chine, d'une certaine façon, est un laboratoire de tendances globales du monde vers plus de contrôle, vers plus d'utilisation de techniques, de pratiques, je dirais de technologies, etc. pour le contrôle des populations. C'est un laboratoire parce que, effectivement, et je remercie aussi Alice Ekman de nous rappeler que la Chine n'est pas un pays démocratique. Effectivement, la Chine n'est pas un pays démocratique. Dans un pays comme la Chine où il n'y a pas de contre-pouvoir, ou plutôt que les contre-pouvoirs sont à l'intérieur du parti, ce qui est une chose un petit peu différente, et bien évidemment, on a une liberté beaucoup plus grande, disons, d'expérimenter un certain nombre de choses. Et les faibles éléments de résistance vis-à-vis, par exemple, du développement des techniques de reconnaissance faciale en Europe, n'existe pas en Chine. Donc, je crois que il me semble que ce n'est pas en opposant une idéologie soi-disant chinoise et une idéologie soi-disant occidentale, et c'est pas parce que le gouvernement chinois dit qu'il est très différent des autres et qu'il veut dominer le monde que c'est obligatoirement la réalité, c'est-à-dire que, bien évidemment, pour danser, il faut être deux, c'est-à-dire que la création de cette pseudo-guerre idéologique, à mon avis, vient bien évidemment des États-Unis, mais aussi évidemment de la Chine, qui elle, revendique d'être différente et d'avoir un modèle, etc., etc. Je crois que l'opposition n'est pas une opposition entre modèles, parce qu'il y a une assez large convergence dans un certain nombre de réalités. Je pense que si, effectivement, les gouvernements, beaucoup de gouvernements européens ou gouvernements américains aimeraient se passer de l'existence de contre-pouvoirs et aimeraient se retrouver dans une situation comme la Chine. D'ailleurs, on entend des gens dire, finalement, on aurait mieux réagi avec un système chinois, etc., etc. On voit bien qu'il n'y a pas de véritable opposition idéologique, c'est plutôt, effectivement, une tendance un petit peu générale. Et la Chine, finalement, est un peu notre cauchemar d'une certaine façon, c'est-à-dire que se développent des choses sur lesquelles, ma foi, qui présage d'une certaine façon, peut-être malheureusement, d'un certain futur aux États-Unis ou en Europe. Alors, on est en retard, mais le débat est passionnant, c'est normal qu'on soit en retard, et nos intervenants sont de grande qualité. Je voudrais maintenant passer aux questions des internautes, pour vous, Jean-Louis Rocca, et pour vous, Alice Ekman, avec une question. Voilà, pour qu'il y ait un roulement de parole, je l'adresse à vous, d'un de nos internautes qui nous suit sur YouTube. Et d'ailleurs, je vous remercie tous de nous regarder. J'espère que ce débat apporte de quoi penser sur la Chine. Alors, cette question que j'adresse à vous, Alice Ekman, peut-il y avoir un jour un mouvement de la population chinoise contre son gouvernement, et l'internaute dit son gouvernement entre guillemets de nuisance, et contre sa politique? Je pense que c'est un écho au sharp power, à cette gouvernance de nuisance. Comment peut-on répondre à cette question, Alice Ekman? Merci pour la question. C'est une question très difficile et je ne prétends pas avoir la réponse parce que c'est très difficile de prédire l'avenir, et quand on est chercheur, on se garde bien de le faire. Donc là, on essaye d'anticiper, peut-il y avoir un mouvement de la population chinoise contre son gouvernement? La population chinoise est aujourd'hui, il y a certainement des perspectives très différentes selon la catégorie d'âge, la catégorie socio-professionnelle. Enfin, il y a plein d'éléments d'explication. Il faut bien avoir en tête que il y a des approches certainement différentes du parti. Le parti aussi, c'est 90 millions de membres, 92 maintenant, puisqu'il y a eu 2 millions de nouveaux membres l'année dernière. Donc c'est aussi, il faut pas toujours opposer le parti et la population, parce qu'une part significative de la population est membre du parti ou a des proches qui sont membres du parti. Donc ça, c'est un élément intéressant à prendre en compte. Alors, un mouvement de la population chinoise contre son gouvernement, j'imagine que la question, et je me permets de la reformuler, j'imagine que vous imaginez un mouvement populaire
en tout cas politique, c'est ça, ou social, en tout cas de renversement du parti ou du gouvernement, ou en tout cas d'opposition. C'est très difficile à anticiper parce que, encore une fois, il y a la censure qui est très forte, il y a le racadrage qui est très fort, il y a la surveillance à la fois humaine et technologique de la population. Et donc, dès qu'émerge un mouvement, aussi petit soit-il, il est suivi, surveillé par le parti, parfois toléré lorsqu'il n'y a pas de risque d'effet domino de la contestation au niveau national, mais souvent censuré et recadré. On peut parler par exemple des mouvements sur les enjeux climatiques, avec parfois des mobilisations locales contre l'installation d'usines polluantes. Ces mouvements, quand ils ont gagné d'ampleur, quand ils ont pris d'ampleur, notamment soutenus par certains documentaires télévisés, ont été ensuite recadrés. De même, par exemple, par rapport lié au Covid, les protestations en ligne ont émergé, où le soutien du docteur Li Wenliang et ensuite la censure et le recadrage sont suivis. Donc il est difficile parce que à la fois la population, une partie de la population peut avoir des motifs de contestation, mais il faut bien aussi penser qu'une grande partie de la population n'est pas informée comme nous le sommes sur la Chine aussi. Ils n'ont pas toujours les éléments. On n'est pas dans un système média, on va dire, indépendant du tout en Chine. Et donc, nous-mêmes, nous pouvons réfléchir de manière, en fait, et s'exprimer publiquement de manière différente que ne peuvent le faire la majorité des Chinois. Et puis, ensuite, il faut bien aussi voir, et là, je différencie la population des cadres du parti, encore une fois, mais que les cadres du parti, eux, sont vraiment beaucoup plus contrôlés, beaucoup plus contraints dans leur expression que le reste de la population. Et particulièrement, il faudrait souligner, je pense, un certain ressentiment qui existe au sein du parti, mais qui ne s'exprime pas. C'est-à-dire que le mouvement de la vaste campagne anticorruption qui a émergé au début du mandat de Xi Jinping, qui se prolonge aujourd'hui, a exaspéré dans ses méthodes, notamment de recadrage, une population du parti de manière significative, mais on ne voit pas aujourd'hui de tensions intra-parti émerger publiquement. Et tout à l'heure, on évoquait le fait que au sein du parti, il pourrait y avoir des contestations. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ces contestations internes. On a plutôt des éléments qui indiquent que la direction collective qui avait été promue par Deng Xiaoping et dans les ères suivantes, aujourd'hui, a progressivement disparu avec Xi Jinping qui a placé ses proches au niveau du gouvernement central, mais aussi la plupart des gouvernements locaux, avec un turnover très important dès son arrivée au pouvoir. Voilà, c'est une question pas facile à adresser. Je suis désolée de ne pas pouvoir y répondre de manière tranchante et exhaustive, il y a beaucoup d'éléments. Mais sur la rivalité idéologique, elle est réelle, la rivalité idéologique aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, entre la Chine et une partie du monde. Et elle n'est pas dépolitisée lorsqu'on regarde en détail, avec précision, le contenu des programmes de formation offerts par le gouvernement chinois aux fonctionnaires des pays en développement. Par exemple, un des cours s'intitule « La confiance du Parti communiste chinois dans la voie, la théorie et le système et la culture socialiste à caractéristiques chinoises ». Un autre cours s'intitule « La pensée de Xi Jinping ». Donc, la pensée de Xi Jinping est enseignée par le Parti communiste chinois à des fonctionnaires étrangers, et donc il y a quand même là une politisation du discours qui est évidente. Très bien, c'était une réponse à une idée poussée par Jean-Louis Rocca. Pour continuer de donner la parole aux internautes, alors j'aimerais beaucoup, Jean-Louis, vous donner la réaction, mais comme il faut aussi qu'on soit sensible à ce que vous, les internautes, vous posez comme question, c'est une question connexe pour vous, Jean-Louis, sur le soft power chinois. C'est Fabrice Germain sur YouTube qui dit bonjour, qui demande bonjour, quid des écoles chinoises, notamment en Afrique, enseignant la langue et l'histoire chinoise à des jeunes sans ressources, n'ayant aucun lien avec la Chine. Je crois que c'est la question des instituts Confucius. Comment répondre à Fabrice Germain? Alors d'abord, je voudrais répondre quand même sur un certain nombre de choses. Alors je connais effectivement ces cours, effectivement sur la pensée de Xi Jinping, mais je peux vous assurer que ça fait rire beaucoup de gens et que les profs eux-mêmes enseignent avec fort peu de conviction ce genre de choses. Parce que quand on regarde, et c'est un exercice très important et que je pousse tout le monde à faire, c'est de lire ce que écrit Xi Jinping. Ça a absolument
absolument rien d'original. C'est vraiment ce que l'on peut retrouver. Un certain nombre d'auditeurs peut-être sont trop jeunes pour ça, mais ce qu'on pouvait trouver dans les années 50, 60, 70 sur justement la question du développement, sur la question de l'importance de l'État dans le développement, la lutte contre la pauvreté, etc., etc. Donc là-dessus aussi, je ne vois pas, je dirais, l'impact que tout ça a et le sérieux que peut avoir. Et c'est pas, moi, je peux témoigner que c'est pas du tout pris au sérieux par les gens qui entendent ce genre de choses. Donc là aussi, c'est pas parce que la Chine parle qu'obligatoirement il y a un impact sur effectivement la pensée ou le comportement des individus. Mais je voudrais quand même revenir sur cette question quand même effectivement très intéressante du retour éventuellement d'un mouvement social. Ce qu'il faut savoir en Chine, c'est premièrement qu'il y a un soutien très fort de la population actuellement vis-à-vis du Parti communiste. Alors, non pas parce qu'il y a une propagande qui est d'une efficacité énorme, mais il faut revenir aux fondamentaux d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il existe un contrat social en Chine depuis la fin des années 70 et surtout d'ailleurs depuis la fin des années 90 qui consiste à soutenir le Parti communiste en échange d'une croissance régulière du niveau de vie, de l'amélioration des conditions de vie dans l'ensemble des catégories sociales, de la lutte évidemment contre la pauvreté, mais aussi du renforcement, je dirais, de la puissance chinoise. Quand on parle de la puissance chinoise, il faut, je pense, se reporter au début du XXe siècle, c'est-à-dire que c'est là où les forces d'opposition et de réforme ont considéré que la seule solution était de mettre en place un État puissant, fort, qui puisse moderniser la Chine pour s'opposer aux puissances coloniales et réimposer de nouveau, d'une certaine façon, la Chine au centre des débats du monde. Et je pense que d'une certaine façon, la plupart de la population considère que, eh bien, ma foi, c'est le Parti communiste qui a réalisé d'une certaine façon cette prophétie. Alors on peut critiquer sur le mode, on peut critiquer ce qui s'est passé à travers l'histoire, etc. Mais la réalité, c'est d'une certaine façon l'achèvement un petit peu de ce processus. Or là, effectivement, s'il y a une spécificité de la Chine, sur le plan idéologique, c'est cette référence au retour, à la restauration d'une certaine puissance chinoise. Donc il y a ce soutien. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que la Chine est extrêmement instable depuis une vingtaine d'années. La Chine est sans doute un des pays où il y a le plus de mouvements sociaux, de mouvements de contestation. Ce sont des mouvements limités à des problèmes spécifiques dans des régions spécifiques. Mais on peut être en Chine tout à fait un soutien au Parti communiste et en même temps critiquer et participer à des mouvements populaires. Et par exemple, quand on parle des membres du parti, contrairement à ce que l'on peut penser, les membres du parti sont eux-mêmes extrêmement critiques. On peut même dire que les critiques les plus fortes viennent souvent de gens qui sont à l'intérieur du parti, ce qui peut d'une certaine façon les protéger. Évidemment, ces critiques restent à l'intérieur du parti, mais sont parfois à l'origine aussi, ou en soutien d'un certain nombre de mouvements. Parce qu'il faut bien voir que ces mouvements populaires aussi vont dans le sens, dans certains domaines, de la politique chinoise. Aujourd'hui, lorsque des migrants font grève pour avoir des meilleurs salaires, ça va dans le sens des politiques du gouvernement parce qu'il y a un vaste projet d'amélioration du niveau de vie dans ces populations pour qu'elles deviennent des populations de classe moyenne et donc tirer ainsi la croissance. Les mouvements de protestation contre effectivement la pollution ne sont pas systématiquement mal vus, bien au contraire, de la part du gouvernement central, parce que précisément ça va dans le sens d'une volonté d'imposer auprès des autorités locales un certain nombre de mesures dans ce domaine-là. Donc on a une situation qui est très paradoxale, où on a d'une certaine façon une espèce de soutien, je dirais, au Parti communiste, et en même temps des gens assez sourcilleux de leur respect, de leurs droits, de leurs intérêts, etc., etc. Ce qui mène à une situation là aussi totalement paradoxale sur le plan politique, où on peut considérer effectivement que la Chine a une grande stabilité politique, mais que cette stabilité politique ne peut durer qu'à partir du moment où le contrat social est respecté par le parti. Donc moi je fais plutôt
partie des gens qui considèrent que, effectivement, à tout moment, s'il y a un retournement de croissance, s'il y a des problèmes de sociaux, s'il y a une rupture précisément dans ce contrat social, on pourrait avoir des changements d'opinion et effectivement des mouvements sociaux. Le problème aujourd'hui, c'est le problème de l'alternative. C'est-à-dire, quelle est l'alternative pour la Chine? C'est-à-dire basculer dans un système démocratique avec des élections. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le contrat social? Est-ce que ce contrat social pourra être préservé? Est-ce que le niveau de vie pourra être préservé? Est-ce que le statut de la Chine dans le concert international pourra être respecté? C'est de cette façon, je crois, que la question politique est posée à l'heure actuelle en Chine. Alors, ce qu'il faut aussi peut-être préciser, c'est que contrairement à l'image que l'on a, beaucoup de gens savent ce qui se passe à l'extérieur. Il ne faut pas croire qu'il y a une espèce de chape de plomb sur, je dirais, l'accès d'un certain nombre de gens aux médias internationaux, par exemple, grâce à un VPN, grâce à tout un ensemble d'éléments, effectivement aussi les réseaux sociaux. On peut savoir ce qui se passe. Donc, si vous voulez, la censure, bien évidemment, est efficace, la propagande, bien évidemment, est efficace, mais je crois que cette notion de contrat social est tout de même un élément qui est absolument central, mais qui rend la Chine extrêmement fragile. C'est-à-dire que ça ne repose que cet équilibre entre la population et le parti. Alors, pour revenir effectivement sur la question qui a été posée sur les instituts Confucius. Alors là aussi, c'est un exemple absolument flagrant de l'incapacité de la Chine de mettre en place un système de soft power. C'est-à-dire qu'elle a essayé effectivement, à l'imitation du Goethe Institut ou de l'Alliance française, de mettre en place des réseaux qui sont à la fois effectivement des réseaux de propagation, enfin de développement de la langue en question, mais aussi, on peut dire, avec des guillemets, de propagande, c'est-à-dire que il s'agit aussi de donner une bonne image de la France. Je ne pense pas que l'Alliance française, l'Alliance française fait attention tout de même dans ses choix aussi d'activité, de mettre en avant, disons, de donner une image plutôt positive de la France. Mais là aussi, cette politique assez fine que l'on trouve dans le Goethe Institut ou dans l'Alliance française, la Chine a été incapable d'appliquer ce genre de choses. C'est-à-dire que tout de suite, il y a eu des contraintes sur les discussions, etc., etc. Donc là aussi, je crois que c'est un exemple de l'incapacité de la Chine pour l'instant d'être dans le soft power. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, l'objectif de la puissance chinoise, de renforcer la puissance chinoise sur la scène internationale, pour l'instant rencontre des obstacles extrêmement forts, parce que, en dehors de quelques éléments, elle est incapable justement d'imposer sa marque d'une manière fine, intelligente, etc., etc. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour reprendre l'exemple que je prenais, que j'ai pris tout à l'heure, effectivement, au lieu d'influencer par des systèmes de communication assez fins, par les financements d'activités culturelles qui, au départ, n'a pas l'air lié à la puissance américaine, mais qui en fait finalement évidemment lui sert. Je parle évidemment des universités américaines, etc., etc. Au lieu d'avoir cette approche qui demande de la culture, une histoire, des connaissances, etc., etc., la Chine entre un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc, et cet élément-là, je crois, est lié à quelque chose dont on n'a pas parlé, mais je dirais les spécificités des élites politiques chinoises à l'heure actuelle. Les élites politiques chinoises, finalement, on voit dans leur composition qu'il y a une très grande continuité par rapport à des années 50 d'une certaine façon. C'est-à-dire que les hommes qui sont au pouvoir sont pour l'essentiel des hommes qui sont de l'époque des années 50 ou qui sont nés en tout cas dans les années 50 ou à la fin des années 40 pour les plus anciens et les enfants, voire les petits-enfants de cette population. Et en fait, il y a un manque absolument cruel
mais qui lié évidemment au régime, à la société. Un manque cruel, si vous voulez, de connaissances relativement fines de ce qui se passe en Occident. Je donnerai un dernier exemple. La plupart des étudiants chinois qui vont à l'étranger travaillent sur la Chine, par exemple. N'ont pas l'idée de travailler, de faire des thèses sur les pays occidentaux. Et donc, évidemment, on manque en Chine cruellement de gens capables précisément d'expliquer au gouvernement comment ça marche. Très bien. Juste une autre question. Alice Ekman, sur la puissance sanitaire chinoise, je lis la question. À l'heure où la question de la levée des brevets sur les vaccins fait rage dans le monde occidental, comment se positionne la Chine dans ce débat et quel parti géopolitique elle pourrait en tirer ? Alors, c'était lié aux vaccins spécifiquement ou aux brevets en général ? C'est lié aux brevets sur les vaccins, absolument. D'accord. Alors, je ne suis pas spécialiste de la question des brevets sur les vaccins. Par contre, ce qui est certain, c'est que la Chine vraiment a promu son vaccin à la fois au niveau bilatéral, avec donation alors là, on notait, selon les chiffres officiels, on est donc en mars dernier, des donations sur 69 pays en développement et 69 pays, et des ventes à 43 pays. Ce chiffre augmente, mais à la fois il y a une politique très active de promotion des vaccins chinois au niveau bilatéral, mais aussi au niveau multilatéral, avec une volonté de la Chine de faire reconnaître les vaccins chinois au sein de l'initiative COVAX par l'OMS. Donc on a là vraiment, je pense, un double activisme sur le nombre de brevets liés aux vaccins déposés par la Chine. Je ne l'ai pas en tête, donc je ne voudrais pas dire d'erreur et je vais vérifier après cette conférence pour avoir le nombre exact. Mais une chose est certaine, c'est que la Chine essaye vraiment, par différents moyens, de faire reconnaître son vaccin comme un vaccin efficace, même si un certain flou entoure l'efficacité du vaccin et que certains représentants des autorités sanitaires chinoises, tels que Gao Fu, il y a près d'un mois, ont osé émettre l'hypothèse d'une diversification de l'accès au vaccin en Chine. Pour l'instant, les personnes qui souhaitent se faire vacciner en Chine ont uniquement accès au vaccin chinois. Donc à la fois, il y a une promotion internationale très forte et finalement assez opportuniste et audacieuse du point de vue de la Chine, parce que même si le vaccin chinois aujourd'hui est considéré comme moins efficace que la plupart des autres vaccins, et je ne dirais pas occidentaux, mais de manière en générale, par exemple même par rapport au vaccin russe Sputnik, la Chine a quand même réussi à alimenter le marché de ces vaccins dans une situation notamment de pénurie dans certains pays. Et je pense par exemple à l'Asie du Sud-Est. Certains pays n'étaient pas réellement favorables à l'achat de vaccins chinois, mais ils l'ont quand même fait dans une politique de diversification de leur stratégie vaccinale face à un manque, une pénurie possible de vaccins compte tenu de la situation sanitaire dans leur pays. Donc une diplomatie qui reste très active au niveau bilatéral, multilatéral et à suivre, parce que ce sera intéressant de voir aussi quel type de liens médicaux, au-delà uniquement des liens vaccinaux spécifiques, la Chine a tissé avec certains pays et à quel point ce qu'elle appelle les nouvelles routes de la soie sanitaire était juste ponctuel ou finalement se développe de manière à plus long terme avec des coopérations entre hôpitaux et équipes médicales au niveau bilatéral, mais aussi au sein de l'organisation multilatérale. Et justement, Alice Ekman, il y a une autre question sur la Chine et le Covid-19. Une citation, je lis « Je ne pense pas que l'évaluation ait été suffisamment approfondie ». C'est ce qu'a lâché le directeur de l'OMS fin mars à propos du rapport de son organisation, l'Organisation mondiale de la santé, sur les origines du virus. Comment expliquer que ces zones d'ombre demeurent sur les origines du virus ? C'est cette question. Tout d'abord parce que c'est un sujet sensible en Chine, très sensible. L'équipe d'enquête de l'OMS n'a pas pu avoir accès aux informations et aux installations aussi longtemps que prévu. Et puis, encore une fois, on y revient parce qu'il y a une guerre de propagande autour de cette origine du virus, avec une volonté chinoise de nier réellement l'origine chinoise du virus. Donc, le sujet est très politique, en fait, et plus il est politique, plus il est politisé, plus on s'éloigne du factuel et de l'enquête scientifique rationnelle et précise.
Jean-Louis Rocca, est-ce que vous voulez réagir? Et ce sera pour la conclusion. Ensuite, on devra mettre un terme malheureusement à ce débat. Oui, je pense que, je veux dire, il faut laisser ça aux spécialistes, je crois, la discussion en ce qui concerne l'origine, etc. L'origine du virus. Que personne n'est compétent ici pour répondre à ce genre de choses. Et en plus, les débats actuellement, moi que je suis, comme n'importe quel citoyen, entre spécialistes, sont extrêmement ardus et difficiles et complexes, etc., etc. Alors, il est bien évident que, du point de vue chinois, il y a une volonté effectivement de ne pas donner toutes les informations, de rester discret, etc., etc. On a toute la question de la souveraineté que la Chine maintenant considère qu'il faut qu'elle soit respectée sur la scène internationale, etc., etc. Mais en même temps, je crois qu'il y a des doutes et des interrogations. Dernièrement, je lisais qu'aux États-Unis, il y avait des enquêtes qui étaient menées sur ce qui s'était passé entre certains laboratoires américains et le célèbre laboratoire de Wuhan, où il y avait eu des échanges et il serait peut-être passé des choses, etc. C'est peut-être une fausse information, c'est peut-être de la propagande, parce que je crois encore une fois que la propagande, elle est absolument dans tous les domaines. On a bien vu à l'époque de M. Trump comment les choses se passaient aussi. Mais en tout cas, je crois qu'il faut reconnaître que les choses sont complexes et que déjà, je crois que les spécialistes ont du mal à se mettre d'accord sur ces questions-là. Un autre élément aussi qui est intéressant, c'est que dernièrement, il y a eu tout à fait dernièrement un rapport d'un certain nombre d'experts de l'OMS. Alors là aussi, on pourrait dire que l'OMS, évidemment, est pris par la propagande chinoise, etc., etc. Mais d'un certain côté aussi, je crois que les puissances européennes et les puissances américaines ont la possibilité, je crois, d'avoir une influence beaucoup plus forte dans l'OMS qu'elle n'a à l'heure actuelle. Et donc, ça a été un choix pendant longtemps de laisser la Chine avoir une influence dans ce domaine-là. Et la conclusion des experts, c'est de dire que, certes, il y a eu un gros retard à l'allumage en Chine, mais qu'il y a eu un retard tout aussi important et peut-être beaucoup plus important en Europe, par exemple, ou encore plus important aux États-Unis, ou je parlerai du Brésil en ce qui concerne le contrôle de la pandémie. Donc, il y a des recommandations qui ont été faites là-dessus, sur la question de la coopération, etc., etc. Donc, si vous voulez, là aussi, on fait de positions pseudo-idéologiques aussi, on en fait beaucoup autour de cet élément-là, alors que on est effectivement beaucoup de pays, un peu tous les pays sont dans une question un peu désemparée, et on essaye un petit peu de, disons, abandonner la patate chaude à l'autre et montrer un petit peu que l'on a bien réussi, que l'on a fait les choses comme il faut. Donc, je pense qu'il faut être prudent en ce qui concerne ces éléments-là, et que c'est pas tellement à des spécialistes, je dirais, de géopolitique ou des spécialistes de la Chine à poser des questions de ce type-là. Voilà. Bon, écoutez, malheureusement, c'est la fin de cette visioconférence. On n'a pas parlé de beaucoup de choses. On aurait pu parler de la puissance chinoise et de la question climatique, par exemple. Et je m'excuse que pour nos auditeurs qui sont sensibles qu'on n'en ait pas parlé, ce sera peut-être l'objet d'une autre visioconférence. Je voudrais remercier infiniment Alice Ekman d'avoir été en direct avec nous via Zoom. Remercier Jean-Louis Rocca d'être à nos côtés. Merci évidemment à Anthony Cerveau, François Nida et à toute l'équipe de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Vous pouvez retrouver tous les événements, les visioconférences de la BNF sur le site bnf.fr. Et d'ailleurs, vous avez suivi en direct cette visioconférence, mais il y aura un podcast, évidemment, un replay que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de la BNF, mais aussi qui sera relayé sur Asialist. Et puis, justement, si vous ne connaissez pas ce site, asialist.com, site d'analyse et d'information sur toute l'Asie, eh bien, n'hésitez pas à consulter nos articles, nos publications. Tout est entièrement en accès gratuit. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous, et à très bientôt. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.